À l'occasion du festival Texte en cours 2023 à Montpellier, Radio FM+ vous donne rendez-vous les 22, 24 et 25 novembre à 19h30 au Hangar Théâtre NSAD et le 23 novembre à 15h15 au studio du théâtre La Vignette. Plus d'informations sur texteencours.com. En attendant, vous pouvez écouter sur nos ondes les pièces enregistrées dans le cadre de l'édition 2022 de Texte en cours. Aujourd'hui, un extrait de Ceci est mon corps, comme elle est belle, d'Agathe Charnier, enregistré le 24 novembre 2022 au théâtre de La Vignette. Extrait de Ceci est mon corps, comme elle est belle, 1991. Par quoi ça a commencé ? C'est ce que vous vous demandez ? C'est ce que vous aimeriez bien savoir ? Par quoi ça a commencé ? C'est ce que moi aussi je me demande. Car qui pourrait dire exactement par quoi ça commence ? À quel moment précis le piège, car il s'agit d'un piège, je ne crains pas de dire ici et devant tous qu'il s'agit d'un piège, à quel moment précis ça s'est refermé sur moi ? Comment ça enserre ? Comment ça circonvient ? Comment ça tenaille ? Oui, par quoi ça commence ? Peut-être que, dès l'origine, dès la matrice, c'était déjà là. Car ça débute peut-être par des mots. Peut-être, oui. Qu'à mon commencement étaient leurs verbes. Que je les entendais déjà, les mots, à travers le ventre. Les mots qui transpercent l'eau stagnante, les mots en corps à peau. Ils arrivent directement par intraveineuse, par voie ombilicale. Les mots amniotiques qui nourrissent. Déjà, je les entends. Déjà, ils me désignent. Je n'existe pas, ou presque, ou si peu, mon corps est celui d'une larve, un bacille infime, un amphibien aveugle, et entre deux battements de cœur, tandis qu'une sonde glacée revêtue de plastique ausculte mon appareil génital en mutation, voici que je suis désignée. Voici que ça bat plus vite, le deuxième cœur. Voici que ça caresse à travers la membrane, car on a dit ce que j'étais, ce que j'allais être. Ces mots que je suce comme un suc par le cordon qui frappe mes minuscules oreilles de presque encore sourdes, qui me racontent, me susurrent, me murmurent comme une berceuse maudite, une malédiction douce, une tannée miraculeuse et sucrée, un avertissement atavique, ce qui va advenir de mes membres qui barbotent dans le noir le plus absolu. Mais il y a plus précis encore. Vous en pensez quoi ? Il y a plus précis encore. Oui, voilà. Ce que je me dis aujourd'hui, peut-être ça, non ? Qu'il y a eu cet instant immémorial et inénarrable où, pour la première fois, mes yeux percutent les lueurs du jour ou plutôt la netteté du néon qui clignote sur les murs que j'imagine verts de la salle de délivrance. Cet instant où je suis nue, couverte de sang et de merde, où je ne suis que liquide répandu sur mon crâne chauve et sur la rougeur de ma peau d'extraterrestre, où je suis comme asphyxiée de la vigueur de mes cris et les yeux pleins de larmes neuves. Les premières larmes de ma vie, mais pas les dernières, non. Car à côté, il y a la femme aux jambes encore écartelées, qui halète de douleur et de stupeur, les yeux révulsés de souffrance pure et les lèvres constellées de vomissures. La femme devenue animale,
La femme rendue primitive par l'arrachement de nos deux corps, la femme aux entrailles presque sorties, à la vulve déchirée jusqu'à l'anus, coupée de part en part et sans qu'elle n'ait pu rien dire, la femme mutilée pour toujours désormais par des instruments cisaillants et contondants, car il a fallu m'extirper d'elle. Il m'a fallu ramper longtemps dans sa cavité, bloquer soudain, en comprimer mes côtes minuscules, en presque briser mes côtelettes de carton, puis tenter de m'expulser au grand jour. Et nos larmes et nos cris ont été presque communs. Et on lui avait hurlé de se taire, de faire un effort, madame, et de pousser, parce que ça va pas le faire, madame, hein. Faut se bouger, là, hein. On va passer aux ventouses, madame. Aux ventouses, aux spatules, à la césarienne même. Et c'est la même angoisse d'être en vie qui nous traverse à cet instant. Cet instant précis, dans le soulagement de la rencontre. Et on me saisit, gluante, sanguinolente. On me brandit, on m'ausculte. Et dans un silence entrecoupé de gémissements de nageuses qui reprennent leur souffle, on m'observe et on crie, on hurle presque contre la finesse du tympan. Ces mots qui devraient rassurer, qui devraient consoler, ces mots qui me présentent au monde les tout premiers mots de ma vie, on dit « Regardez, madame, comme elle est mignonne, comme elle est jolie, oh, voyez comme elle est déjà belle !» Alors, oui. Par quoi ça commence ? Genèse, 1992. À lire le soir, presque en chuchotant au-dessus des berceaux, dans les chambres éclairées par la seule lueur des veilleuses. Il était une fois, dans un lointain pays, bien longtemps avant notre ère, une princesse aux longs cheveux d'or. Une reine si belle qu'on ne pouvait la voir sans en tomber éperdument amoureux. Une pauvre et modeste bergère aux mains fines et blanches. Une terrible malédiction l'avait condamnée à dormir 100 années d'un sommeil éternel. Sa marâtre, cruelle et méchante, l'avait enfermée dès son plus jeune âge dans la plus haute tour du château. Son père, veuf, avait souhaité l'élever ignorante du monde afin de pouvoir en faire sa femme et sa servante quand elle aurait 15 ans. Par un beau matin d'été, un prince vaillant, un roi puissant, un preux chevalier, ouït dire qu'une jeune personne à la beauté inégalée était maintenue recluse. À peine vit-il son portrait qu'il ressentit pour elle un amour sans pareil, un trouble implacable, un émoi incompréhensible. Il en eut aussitôt l'intime conviction. Il fallut qu'il la possédât et qu'elle devint son épouse. Alors, il terrassa à main nue un dragon. Il rivalisa d'ingéniosité et de courage pour déjouer les pièges qui l'empêchaient de se rendre au chevet de la belle endormie. Il détruisit les plus hauts arbres de la forêt profonde et arracha lestement les lianes griffues qui coupaient l'accès au château pour délivrer sa princesse. Profitant que son père fût allé couper du bois, il l'enleva de sa masure. La belle dit : « Merci de m'avoir sauvée, Seigneur. Autrefois, je ne vous connaissais pas, mais déjà, je vous aimais. » Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Parfois, il lui fallait retourner à la guerre, s'occuper des affaires du royaume ou de quelques conquêtes de passage. Mais toujours, elle l'attendait, et il trouvait la table mise, les draps faits et l'âtre tiède. La vertu de sa dame était aussi incomparable que la pureté de ses traits. Il n'eût jamais pu rêver meilleure épouse. Ils vécurent heureux jusqu'à ce que la mort les sépare. L'avion, 1994.
Pour me rendre depuis la moyenne ville où je vis jusqu'à la très grande ville où vivent mes grands-parents, je vais pour la première fois de ma vie prendre l'avion. Comme je l'ai entendu à la radio et dans certaines conversations d'adultes, une fois sur deux environ, une mort certaine vous attend au décollage. Au comptoir d'enregistrement, je saisis épouvantée le bas du manteau de ma mère et profère cette phrase qui fera le tour de la famille. Je ne veux pas mourir tout de suite, maman. Je veux avoir un mari et des enfants. Fin de l'extrait. Rien ne saurait me manquer. J'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7. Version 19 septembre 2020. Personnages. Si les noms sont accordés au masculin, les genres des personnages sont à la décision du metteur ou de la metteuse en scène ou des interprètes. Pièce créée pour 3 acteurs-actrices. Greta Thunberg vieille. Le présentateur radio. Jean-Marc Tripalier, sociologue à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Marianne Boujon-Meyer, maîtresse de conférence à l'Université de Bar-le-Duc. La coach. La coachée. Marion Cotillard. Le présentateur des Oscars 1. Le présentateur des Oscars 2, Xavier Dolan, le révolutionnaire, la révolutionnaire, l'amoureux solitaire, qui n'est pas là, rêve de gosse, l'homme qui dort au potentiel. Synopsis. On vous parle d'un temps que les plus de 30 ans ne peuvent pas connaître. Ils ont entre 25 et 30 ans et appartiennent, malgré eux, à ceux que les observateurs les plus aguerris nomment la génération Y. Ils sont nés à l'aube de la révolution numérique sur les décombres des idéaux politiques, amoureux, religieux et mercantiles de leurs parents. Et ils n'ont pas l'intention, même s'ils ne savent pas encore très bien la quoi, de renoncer. Ils n'ont pas l'intention de renoncer, pardon. Rien ne saurait me manquer. Ce sont ces 13 acteurs et actrices, lectrices, qui dansent sur le fil incertain de leur devenir. 3 presque adultes à qui on a trop donné. Bien avant l'envie! Venez rire des injonctions contradictoires qui les assaillent, vous gaver de la pop culture qui les façonne, vous perdre dans le tourbillon de leurs grandes espérances. Écoutez enfin la façon dont leurs joies, leurs doutes et leurs désirs se font les échos, tendres et grinçants, du monde qui vient. Afterwork, prologue. Je me sens comment avant un premier jour de boulot, quoi. Je peux pas dire que je sois, totalement surexcité ou particulièrement nerveux. Mais je me sens quand même assez curieux. Voilà, assez curieux de ce qui va suivre, oui. Il va falloir que je fasse mes preuves, comme on dit. Il va falloir que je montre qui je suis à des gens que je ne connais pas, ce que je vaux. Alors, on peut dire que c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, d'une nouvelle aventure. En fait, peut-être que c'est con, mais je me disais, enfin j'y pensais l'autre soir, tu sais, je me suis dit qu'il fallait que je saute le pas, il fallait que je le fasse. Tu vois, j'ai vu l'appartement là, enfin quand je dis appartement, je devrais plutôt dire studio, parce que 27 mètres carrés, c'est sûr que c'est plus un studio qu'un appartement. Même si je dois dire qu'il est plutôt bien agencé. Bref, je suis rentrée mardi soir, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, j'avais passé une journée de l'enfer en taf.
Le genre de journée où t'as l'impression que l'univers entier s'est ligué contre toi. Où tu reçois des mails urgents, soulignés en orange, et des mails encore plus urgents avec genre des points d'exclamation. Et même pas la peine de dire merci ou s'il te plaît ou même bonjour. Non, tu dois le faire, et puis c'est tout. Et la journée passe comme dans un tunnel. Et t'as même pas le temps de prendre une vraie pause déjeuner. Et tu te retrouves à bouffer ta salade fraîcheur Sodebo sous plastique, avec le cookie inclus. La tête penchée devant ton ordinateur, avec la nuque qui penche vers l'avant. Et tu te mets à ressembler à un raptor de Jurassic Park. Bref, quand je suis rentrée dans mon appartement, enfin dans mon studio, je me suis rendu compte que tout était dégueulasse, tu vois. Parce que Mathieu, il avait pas pris le temps de laver la vaisselle du petit déjeuner. Alors que je sais bien qu'on n'a pas les mêmes horaires et que c'est pas chez lui, mais quand même. La base de la vie quand tu dors chez quelqu'un et que t'as les clés, c'est que tu ranges ta merde, putain. Et là, je me suis retrouvée à nettoyer les Coco Pops de Mathieu dans l'évier, alors que j'avais juste une envie, c'était de regarder Netflix. Et je me suis dit qu'il était temps, maintenant que je peux me le permettre, qu'il fallait vraiment que je prenne une femme de ménage. Au début, quand tu dis « j'ai posé ma dème », les gens ils sont toujours un peu genre admiratifs, tu vois. Ils disent « ah ouais, t'as osé sauter le pas, tu t'es vraiment écouté, tu as vraiment pensé à toi », surtout que démissionner d'un CDI, c'est pas si évident, et tout ça, et tout ça. Mais bon, tu vas vite retrouver, tu es jeune encore, tu as raison de prendre le temps de réfléchir, tu vas trouver autre chose, toi, surtout quand tu as fait les études que tu as faites. La montée du taux de chômage, les dimanches sans lundi, ça ne te concerne pas, toi. Ça ne t'a jamais concerné. Et puis, passer un mois ou deux, une fois que tu t'es bien reposé, une fois que tu as réfléchi, une fois que tu as fait 1 ou 2 petits voyages à l'autre bout du monde pour te ressourcer, pour te retrouver, avec l'argent de ta rupture conventionnelle, on recommence à te poser des questions. Ce que tu fais, ce que tu vas faire, si tu ne t'ennuies pas trop, si ce n'est pas trop dur, le désœuvrement, de ne plus avoir d'emploi du temps, de balises. On te demande si tu as regardé les annonces, si tu t'es fait un profil LinkedIn, on te fait passer des propositions de travail en interne. On attend de toi une réaction. Les semaines passent et on devient même prêt à entendre que tu as fait quelque chose de vraiment différent. Que tu commences un CAP cuisine. Que tu changes de pays pour travailler dans l'économie sociale et solidaire. Que tu t'engages dans une mission humanitaire. Mais ce que les gens ne supportent pas, c'est quand tu expliques que tu vas tout simplement ne rien faire. Que ça fait des mois que tu ne fais déjà plus rien. C'est vrai que quand un enfant me dit « mon rêve quand je serai grand », c'est de travailler dans les assurances immobilières. Faut être honnête. Aucun enfant n'a jamais dit ça. Jamais. Moi, quand j'étais petit, je crois que j'aimais bien les Lego. Enfin, il y a des photos de famille où on me voit faire ça, empiler des Legos, des petits rectangles colorés qui s'emboîtent les uns dans les autres, tac, tac, tac. C'était plutôt bien foutu. Les jaunes avec les jaunes, les oranges avec les oranges, les bleus avec les bleus. Je faisais des tours énormes avec mes Legos. Aujourd'hui, maintenant que je me prépare à accompagner des promoteurs immobiliers dans l'acquisition de l'assurance idoine pour développer leur projet de construction, est-ce que l'on peut dire que, même indirectement, je vais réaliser mon rêve de gosse? Moi, vous savez, ça peut paraître con, mais j'ai envie d'y croire. Que ces immeubles-là, c'est moi qui ai aidé à les construire. Au moins, un tout petit peu. Je dis ça aussi pour ma relation avec Mathieu. Parce que je sens que ça l'entache, ma relation avec Mathieu. Que tout ce quotidien qui s'immisce entre nous, ces miettes de pain sur la table, la confiture à racheter, les poubelles qui ne se vident pas, ça détruit un couple. Ça le ronge à petit feu. Ça fait de nous des êtres sordides, empesés de quotidien détruits par le réel. Et ce n'est que le début, parce que imaginez quand on aura des enfants. Je veux des enfants. Quand on aura un enfant, ce sera pire encore. Surtout si je veux conjuguer ma vie pro et ma vie perso. Et pas flinguer ma carrière, mes chances d'avoir un poste à responsabilité. Et
Je peux vous le dire. Je crois que je peux vous le dire. Je suis considérée par ma hiérarchie comme un haut potentiel. Voilà. Je sais que c'est brutal comme annonce, mais c'est la vérité. Je suis un haut potentiel. Ma carrière est vouée à une haute potentialité d'ascension au sein de ma hiérarchie. Et je n'ai pas l'intention de faire des compromis. Sur rien. Et puis vous savez, ça rend service à tout le monde. Il faut bien quelqu'un pour les employer, ces gens-là. C'est leur travail, vous savez. Moi, je ne vais pas être regardante. Africaine, philippine, voilée, pas voilée, jeune, vieille. Franchement, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'elle fasse correctement ce que je lui ai demandé. Que quand je rentre chez moi, je n'ai presque pas l'impression qu'elle soit passée. Que ce soit tout propre, apaisé, réconfortant. Alors oui, dans ces conditions-là, si on la respecte, si on la paye bien, si on la traite comme quelqu'un qui vient de faire un vrai travail chez soi, comme n'importe quel autre travail, je ne vois pas en quoi c'est indécent, à 27 ans, de prendre une femme de ménage. Au début, c'est très fatigant de ne rien faire. Je vous jure, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace. Vers 14h, c'est parfois insupportable de se demander comment on occupera le corps jusque 18h, jusque 22, jusque minuit. Et puis, il y a un jour où on s'habitue. Je veux dire, où ça devient quotidien, régulé, usuel. Et ça vient beaucoup plus vite qu'on ne croit. Enfin, je veux dire que toutes ces années où l'on s'est démené pour devenir quelqu'un, ou amorcer un début de quelque chose, tout faire pour être un jeune trentenaire bien accompli, eh bien ça se défait vite. Comme un pull que l'on détricote. On tire le fil, la laine se dévide, et pouf, on n'est plus personne. On ne participe plus à la marche du monde. C'était comme répondre présent ou non lors de l'appel à l'école primaire. Cette tentation de ne pas répondre présent à l'appel de son nom par la maîtresse. Cette honte aussi, à voir tous les visages se tourner vers soi le jour de la rentrée, à l'appel de son nom. Le cœur qui bat si vite, la peur de bégayer. Mais je ne veux plus jamais répondre présent. À rien. Je n'ai aucune absence à justifier dans mon carnet de correspondance. Ça s'appelle, je crois, l'inconsistance. Voilà. Il m'aura pas fallu longtemps pour redevenir personne, pour n'être nulle part, pour être ça. Comme un nuage qui s'effiloche dans l'indifférence la plus totale, délicatement balayé par une brise douce, complètement inconsistant. Après la catastrophe, Greta Thunberg, elle porte un masque et désinfecte le public tout en parlant. Elle est visiblement atteinte d'un syndrome mêlant Gilles de la Tourette à un début de schizophrénie paranoïaque. Aloha. Good evening, bonsoir. Je suis Greta Thunberg. Je vous parle en direct du mois de novembre 2079. Il fait chaud. J'ai 76 ans, mais grâce au programme de conservation thermique établi pour chaque humain encore vivant après le grand barbecue nucléaire, j'ai pu garder le visage d'une toute petite fille. How dare you, United Nations! You stole my childhood! Il fait chaud ici, vous trouvez pas? Il fait plus chaud que le climat! Je suis venue vous rendre visite ce soir pour assouvir ma curiosité personnelle, par pur égoïsme, pour mon propre kiff. Parce que vous pensez avoir touché le fond, mais croyez-moi, vous allez creuser encore. Parce que de là où je suis, plus personne ne peut kiffer. Je voulais revoir vos visages non encore liquéfiés par la fonte du permafrost, contempler vos peaux pâlies par la pandémie, vos teints si ternes, presque livides. Je voulais toucher vos cheveux. Vous avez encore des cheveux? Des poils pubiens? De là où je vous parle, tout le monde est chauve, si chauve. Pardon. Je voulais pas mettre la mauvaise ambiance. En fait, je voulais juste vous demander si ça va. Ça va? On va faire un petit jeu. Suis-je un pantin, un maillot puppet? Hystérique. Puppet. Levez la main si ça va. Levez la main à 3. Et 1. Et 2. Et 3 degrés.
Que ceux qui ont passé un bon été 2020 lèvent la main. Vous avez sucé des glaces à l'eau? Vous avez apprécié la canicule? De là où je vous parle, il n'y a plus d'esquimaux glacés. Plus un seul esquimau glacé. Il fait très chaud ici, non? How dare you! You have stolen my dreams! Est-ce que vous vous amusez, humains de 2020? Dites-moi tout. Oh, je sais que vous vous dites, il y a la Covid. Mais croyez-moi, par rapport à ce qui va vous arriver, elle va vous manquer, la Covid. Alors, est-ce que vous faites toujours des petites soirées clandestines par groupe de 6? Est-ce que vous buvez encore de délicieux cocktails, gin, vodka, Malibu, coco rosé, pamplemousse? Répondez! Qui boit du ginto? Est-ce que vous prenez de la drogue régulièrement? Des drogues dures et planantes pour oublier l'âpreté du quotidien? Pour oublier que vous êtes tous des meurtriers? 6e extinction massive de l'espèce. Levez la main. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Lâches. Pleutres. Est-ce que vous ne supportez plus de vivre dans le monde? Non. Est-ce que vous ne supportez plus de... Wow. Est-ce que vous ne supportez plus le monde dans lequel vous vivez? Est-ce que vous avez peur? Peur d'aller en réa? Peur du lendemain? Peur de la famine? Peur de rater votre vie? Peur de Kim Jong-un, de Didier Raoult, de Donald Trump, de Bolsonaro, Stéphane Plaza, l'infâme? Répondez! Je vous le dis. Écoutez-moi. N'ayez pas peur. Ce sera bien pire après. Je vous regarde. Vous qui vivez dans le monde d'avant. Le monde d'avant que les historiens nommeront le grand barbecue nucléaire. Le GBN. The GBN, the Great Nuclear Barbecue. Je vous regarde, jeune humain de 2020, et mon visage ravagé est toujours celui d'un enfant nostalgique de l'existence du plus petit insecte. Où sont passés les cafards? Où sont les phasmes? How dare you, satanic capitaliste! Je donnerai n'importe quoi pour faire encore du voilier zéro déchet sur l'Atlantique to go to New York City. You fucking bitches, capitalist, as all I come in your face with glyphosate! Je vous regarde et je vous invite à votre tour à me regarder et à ne pas désespérer. Et puisque tout est foutu pour vous, à vous répéter comme un mantra, like a mantra, la nuit n'est jamais complète. Danse et chants déjantés sur ATC, All Around the World. France Culture 1. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre rendez-vous bi-hebdomadaire Pensée pour hier, savoir pour demain. L'émission des laboureurs de la connaissance. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un champ qui est encore largement à défricher, puisque nous allons nous pencher sur cette génération qui va, cette génération qui vient, la génération Y. Ou, comme on l'entend outre-Atlantique, les millennials, ces enfants d'Internet, ces rejetons de la globalisation. Ils sont nés avec un casque sur les oreilles, la main toujours à portée de clic. Le numérique et ses mystères n'ont aucun secret pour eux. On les dit individualistes, égoïstes, généreux et désabusés. Ils ne croient plus au monde qui vient. Ils sont nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos cousins. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils? Que signifie pour eux le bonheur? Jean-Marc Tripalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et auteur du livre « J'ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7 ». Regard, au pluriel, sur une génération désaxée.
aux éditions du Tigre Inversé. Marianne Boujon-Meyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences, n'en déplaise à l'Académie française, à l'université de Bar-le-Duc, et vous avez, en collaboration avec Yves Ledentu, professeur émérite à la Sorbonne, rédigé un MOOC. Un MOOC, je dois le dire, absolument remarquable de rigueur et d'inventivité. Épicure dans l'open space. Un MOOC à mettre entre toutes les mains, virtuel bien entendu. Pour commencer notre discussion sur les liens tortueux qui soudent génération Y et bonheur, pour ne pas dire notre dispute au sens aristotélicien du terme, j'aimerais commencer par les préliminaires, par un travail de définition. Qu'est-ce que la génération Y et qu'est-ce qui la rend heureuse? Jean-Marc Trépalier. Écoutez, je pense qu'il s'agit avant tout, non pas d'avoir une conception étriquée et limitative de cette génération, mais de tenter de l'appréhender dans son essence, si ce n'est in fine de la comprendre. C'est une génération, arrêtez-moi si je me trompe, qui est née à la fin des années 80 et qui est le témoin d'un effondrement structurel. Ce que j'ai appelé the collapsing syndrome, le syndrome de la chute. À la fois la chute du mur de Berlin, qui marque leur naissance, puis celle, bien évidemment, traumatisante s'il en est, des deux tours, des deux jumelles, des Twin Towers du 11 septembre, en somme. Et aujourd'hui, la chute, je dirais, de la société thermo-industrielle. La chute de la plastic civilization. De la civilisation du plastique pour les non-anglophones. Qui compromet l'appréhension d'un avenir radieux. Et cette génération subit, depuis ce syndrome de la chute, de voir ses idéaux s'effondrer sous ses yeux, comme sa volonté elle-même s'effrite entre ses mains. Et ce qui rend fondamentalement impossible l'appréhension du bonheur par cette génération, c'est cette chute terrible, inexorable, cet effondrement, this collapsing de la vie intérieure comme des valeurs extérieures. Alors j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc Trépalier en me permettant de citer mon principal sujet de recherche, un certain Épicure. Excellente Épicure. Un certain Épicure qui écrit dans l'incipit de la lettre à Ménécée cette phrase que je trouve d'une troublante actualité concernant les Grecs. Il écrit donc « Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosophie. » Et ce syllogisme me semble tout à fait pertinent pour désigner les Grecs. Tout à fait. Car cette génération semble par essence celle de l'anti-philosophie. Une génération en somme qui sait que le temps lui est compté, qui ne s'attache pas, qui ne s'interroge pas. Une génération qui se contente de vivre, de brûler la chandelle par les deux bouts, de vivre de façon d'autant plus intense car elle sait que tout est déjà manqué, elle ne marquera pas l'histoire. Pour nous permettre d'aller un peu plus loin, j'aimerais que nous lisions cet extrait de votre ouvrage, Jean-Marc Trépalier, un ouvrage, faut-il le rappeler, absolument passionnant qui dissèque littéralement les tréfonds de l'âme de nos Y. Aux éditions du Tigre Inversé. Tout à fait, une excellente petite maison d'édition par ailleurs. Donc l'extrait se situe donc à la page 60 de votre ouvrage. Mathilde et Clément, diplômés d'une grande école, sont en couple depuis 2 ans. Tous deux âgés de 25 ans, ils se préparent à entrer sur le marché du travail. Pourtant, Mathilde comme Clément, à l'heure où leurs parents se mariaient et achetaient leur première maison, Mathilde et Clément hésitent. Ils rêvent qu'ils à un autre mode de vie, à se faire freelance, à faire du woofing, à choisir la précarité bourgeoise en se contentant des minima sociaux, ou même à multiplier les expériences. Drogue, changement de sexe, véganisme, orgie sexuelle, partous ou pentacouple. Alors, c'est assez olé olé. Que vouliez-vous dire par là, Jean-Marc Trépalier? J'ai voulu délibérément provoquer. Voilà, provoquer. Si on en croit ma théorie du collapsing... excusez-moi. Si on en croit ma théorie du collapsing, c'est une génération qui jouit du déclin qui est en cours. C'est une génération de la déconstruction,
qui interroge jusqu'à son identité la plus profonde. Il suffit de voir ce que les femmes sont devenues aujourd'hui, à l'heure de la terreur féministe. Jean-Marc Tripalier! C'est donc une génération qui est prête à tout faire sauter. Et ce n'est pas pour rien que certaines franges de la population font littéralement tout sauter. Vous allez un peu trop loin, là, dans la lettre à Ménécée. Mais laissez Ménécée tranquille. Non, je ne vais pas trop loin. Cette génération, c'est une bombe à retardement. Une véritable bombe à retardement. Mais notre chance, notre salut, c'est qu'ils hésitent. Ils hésitent encore à déclencher un cataclysme, comme Pyongyang face à Washington. Ils hésitent à mordre la main qui les a nourris. Ils hésitent entre le conformisme parental et la révolution bourgeoise. Et ils s'apprêtent à nous faire très mal. Comme un avion qui fonce sur 2 tours parfaitement solides. On ne s'y attend pas. Le soleil brille sur la grosse pomme. Les touristes s'agitent à Manhattan. Les écureuils frétillent dans Central Park. Et tout d'un coup, paf! Star à domicile. 1. And the Oscar goes to Marion Cotillard for Le Bien Rose. This is the first Academy Award nomination for Marion Cotillard in La Vie en Rose by Oliver Dahan. Thank you so much, Olivier. What you did to me. Maestro Olivier Dahan. You rocked my life. You've truly rocked my life. Thank you so much to Picture House for your passion. Members of the Academy, thank you so much. And well, I'm speechless now. Well, thank you, love. And it is true, there is some angels in this city. Thank you. Ça va aller. Bon, si on reprend ce qu'on vient de voir à la séance dernière, on peut établir que votre profil est à 75% celui d'une personnalité jaune. Ça vous parle ça, le jaune? Pas vraiment. Alors, le jaune, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ses émotions en public, quelqu'un qui, lors des projets en groupe, a tendance à rester en retrait et ralentir le travail collectif au lieu de faire avancer l'équipe. Ça résonne davantage en vous? Peut-être, enfin, c'est peut-être un peu réducteur. Ça paraît peut-être un peu réducteur de prime abord, mais c'est en réalité une méthode qui a fait ses preuves et qui peut vous permettre d'avancer. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'avancer, n'est-ce pas? Oui. Donc vous êtes jeune, répétez après moi, je suis jeune et je m'accepte tel que je suis. Je suis jeune et je m'accepte tel que je suis. Pardon, hein, mais si vous ne me prenez pas au sérieux, ça ne sert à rien qu'on continue. Si, je vous prends au sérieux, c'est juste que, bon, je suis jeune et je m'accepte tel que je suis. Donc, si on observe ce schéma, voici votre position au sein de l'open space, celle de, excusez-moi du terme, de quelqu'un de pas très intégré. Et Aline, dont vous me parliez tout à l'heure, Aline est quelqu'un de plutôt agile, disruptive, impactante. Elle est donc plutôt de couleur rouge. Ça fait écho en vous, ça, le rouge? Honnêtement, rouge ou pas rouge, c'est une putain de connasse. Non, Aline n'est pas une putain de connasse. Vous ne pouvez pas dire ça. Rappelez-vous que la vie active, ça ne fait que commencer. Si vous restez dans cette entreprise, et vous venez quand même de signer un CDI, le Graal en ce moment, félicitations d'ailleurs, si vous restez, vous allez avoir des années entières à partager avec Aline, des décennies même. Regardez ce diagramme en bas, ce sera peut-être plus clair. Vous avez 27 ans. S'il n'y a pas de réforme importante d'ici là, vous partirez à la retraite à 67 ans. Ce qui vous fait encore 40 ans de vie active. Aline, elle, a un profil plutôt senior. Elle part à la retraite d'environ 12 ans. Il vous reste donc à partager avec Aline un total de 12 ans, soit 564 semaines, soit 22 560 heures. Et encore, je vous ai fait une fleur, j'ai enlevé les congés payés. 22 560 heures, c'est beaucoup, non? Oui. Alors n'insultez pas Aline, sinon gare à vous. Vous risquez de tomber dans une spirale négative au sein de l'entreprise. Et nous ne voulons pas de cela, pas vrai? C'est vrai. D'ailleurs, si je peux me permettre de vous donner un autre conseil, vous devriez davantage optimiser votre temps d'interaction sociale au sein de l'entreprise. Votre temps d'interaction sociale, si on observe votre profil comportemental,
Vous refusez régulièrement des pauses déjeuner. Or, ces déj, comme les appelle Aline avec triomphe, sont autant d'instants de team building, de bonding, de networking fondamentaux pour l'avancer de votre carrière. D'ailleurs, si on fait quelques calculs, à raison de 250 déjeuners annuels, vous pouvez rencontrer 250 personnes différentes dans l'année, sans ne rien changer à votre emploi du temps. Ça vous permettrait d'apparaître comme une personne de couleur magenta aux yeux de vos collègues. Quelqu'un d'occupé, de dynamique, d'entreprenant, un warrior. D'autant plus que, selon le test américain 9 Personalities, vous êtes plutôt un JKLM. Un quoi? Un JKLM, c'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire un mot du cul. Un petit reflanc. Vous avez un petit poil dans la main qui pousse et qui se transforme en baobab. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Et du coup, je fais quoi avec vos histoires de JKLM et de jaune et de magenta? Parce que, désolé, mais bon, ça fait quand même 3 séances et je vois toujours pas comment je vais m'arrêter d'avoir des nausées tous les matins dans le bus pour aller au boulot. Rien que la vue de mon badge me fout la gerbe. Rien que de voir ma gueule enfarinée qui sourit sur ce putain de badge, je suis désolée, mais moi je peux pas. C'est pas possible, je peux plus me voir ce sourire sur ce putain de badge que je me passe tous les jours dans ce putain de tourniquet automatique et qui fait bip. Et c'est parti pour 8 heures où il y a ce bip qui résonne dans ma tête et ce sera comme ça jusqu'à ce que ce soit le soir et je range ce putain de badge et ce sera comme ça jusqu'à ce que j'en crève. Pardon, mais parce que moi, j'avais jamais rêvé de travailler. Voilà, je voulais vivre. Mais bon, j'ai fait des études et j'ai signé un CDI. Écoutez, je vais vous donner un conseil simple, ok? Vous prenez une pierre, une belle pierre plate, un galet. Ce sera votre caillou de relaxation. Relaxation stone. Vous écrivez sur cette pierre 8 fois à terre, 9 fois debout. Ça vous parle, ça? Bien. Alors répétez après moi, comme tout à l'heure. 8 fois à terre, 9 fois debout. 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 Je pense, donc je suis. 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 L'abeille coule. L'abeille couille. L'abeille coule. L'abeille couille. L'abeille coule. L'abeille couille. C'est ça, bravo. Vous vous sentez mieux? Oui. Dépression au-dessus du jardin. Allô? Allô, maman? Ça va, ouais, ça va. Non, pas terrible, il a plu. Et vous? Ah ouais, pas mal. Ouais, vous avez de la chance. Qu'est-ce qu'on va faire du monde, maman? Enfin, je veux dire, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire du monde? Avant, tout était simple, non? Enfin, à ton époque, quoi. Ou à celle de tes parents. Je pense que c'était simple, non? T'en penses quoi? Enfin, je veux dire, vous y croyez, non? À la fin de l'histoire, à la démocratie libérale, tout ça, vous étiez du bon côté, non? Tout vous semblait, je sais pas moi, naturel. Parce que vous aviez confiance en demain. Ça vous paraissait une affaire simple, ça, là, demain. Vous pouviez rouler sans fin, à fond, sur toutes les routes du monde. Il y aurait toujours de nouveaux chemins à emprunter, non? Et au pire, en cas de panne, on remettait tranquillou de l'essence dans la voiture. Parce que tu sais, maman, je regarde vos films. Vos films de la jeunesse avec papa, là. Avec les acteurs hétéros, blancs et bourgeois. Et les baisers volés, et les promesses qu'ils se font dans les films au petit matin, où ils échangent des anneaux dans des petites cuisines. Et dans ces films, ça se voit qu'ils ont confiance, comme un grand cycle qui se déroule sans fin, avec l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Les 4 saisons. Mon cul, maman. Arrête de dire que c'est vulgaire de parler comme ça, maman. Qu'une fille ne devrait pas parler comme ça. Putain de bordel de merde! Vivaldi, je l'encule! Parce que ça va pas continuer comme ça, non? Ça peut pas continuer comme ça. Je veux dire, tu vois bien, c'est sale. Que tout est sale maintenant, tu trouves pas? Tout ce que les gens mangent est sale. Même sous plastique, ça pue. Plus ça brille, plus c'est chimique.
plus c'est chaud dans l'assiette, plus c'est un mec à vélo qui a pédalé vite. Ça me dégoûte. Tu sais, dans cette ville, plus le ciel est bleu, et plus il y a de particules fines dedans. C'est pire que Pékin, merde. Et tu trouves ça normal? Je ne trouve pas ça normal. Et à chaque Noël, je les regarde marcher dans la rue, et je me dis ça. Bouffez là une dernière fois votre dindon marron du Gers de mes couilles, pas de mes ovaires plutôt. Et emballez-les bien vos montagnes de jouets plastiques fabriqués par des Bengalis, avec du papier craft à petits oursons guimauves pour faire choupi. Et faites bien gling gling avec le champagne dans votre cellule recomposée. Parce que ça va pas durer. Parce que des fois, maman, je te le dis pas, je te l'ai jamais dit. Mais le samedi, quand je suis dans la foule, parce que oui, le samedi, je vais dans la foule, maman. Quand je suis au milieu de la foule, et qu'il y a tellement de gaz, de coups et de cris, et que je ne sais plus jamais si j'arriverai à respirer une nouvelle fois dans la fumée noire et le sang qui gicle, je me dis que je vais le faire, maman. Que je vais me mettre tout devant, hurler un grand coup et les laisser m'éclater là, la cervelle. Oui, les laisser viser là, juste entre les deux yeux, pour que flash, boum, tac, je devienne un exemple, une élue, une martyre, oui, une martyre, un nom et un visage à partager. Pour que flash, boum, tac, que ça embrasse tout, que ça centralise la colère. Il y a beaucoup de colère, tu sais, tellement de rage. Ouais, ce monde qu'il suffit d'un rien pour qu'il explose, ou pour qu'on l'explose. Alors tu me diras, qu'est-ce que je peux y comprendre, moi? Je suis tellement privilégiée, oui, tellement gâtée, pourrie, gâtée par ce monde. Mais ça n'a rien à voir. On peut être l'enfant gâté du système et lutter contre ses failles, comme l'œil du cyclone. Je suis l'œil du cyclone. Et au fait, si jamais je suis sur écoute, c'est pour toi les renseignements généraux. Vous m'écoutez? S'il vous plaît, ne m'enfermez pas. Pas tout de suite. Ne m'assignez pas à résidence. Pas tout de suite. Parce que je vais vous dégommer. Flash, boum, tac. Vous devez vous dire que je suis bizarre, n'est-ce pas? Peut-être que je suis trop émotionnelle, hyperactive, en burn-out, super bipolaire, perverse et narcissique, anorexique et boulimique, islamo-fasciste, anticapitaliste, gauchiasse, féministo-nazie, éco-anxieuse, en pleine décompensation psychiatrique. Bla bla bla. M'assignez pas à résidence. Allô? Maman? T'es encore là? Moment Tinder. L'amoureux solitaire. Vincent, 30 ans, photo de profil, selfie en caleçon devant un miroir. Description, je suis nouveau célibataire et nouveau trentenaire. J'aime les patates, l'entrecôte et le vin. 3 points de suspension. Alex, 28 ans. Photo de profil en couleur. Costard cravate impeccable, mélange entre Mr Bean et un frère Bogdanov. Description, Normand exilé à Paris, jeune cadre dynamique, fraîchement propriétaire d'un château de 34 mètres carrés. Gendre idéal, smiley qui fait un clin d'œil. Mathéo, 25 ans, photo de profil où il agrippe une nana par le bras. Description, j'aime le cinéma et l'art. Ready for une toile ou une expo? Point d'interrogation. Emoji toile de peinture, emoji cœur rose, emoji note de musique, emoji verre de vin, emoji drapeau français, emoji avion, emoji burger, emoji appareil photo, emoji bisou, emoji petite plante verte. Po, 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 it's a match!
Culture 2. Nous avons engendré une génération de terroristes. Calmez-vous, calmez-vous, Jean-Marc Tripalier. Une génération de terroristes aussi bien djihadistes que transhumanistes. Il suffit de voir leur chef, Mark Zuckerberg, leur idole, Elon Musk. C'est une génération qui s'apprête à nous faire muter, car elle ne supporte pas le monde que nous lui avons légué. Et ils nous jalousent. Ah ça, je peux vous l'assurer, ils nous jalousent. Ce n'est pas pour rien qu'ils essaient de recréer des nouveaux Woodstock sous drogue de synthèse. Mais leur électro-boom-boom, ça ne remplacera jamais Janis Joplin. Jean-Marc Tripalier. Jean-Marc Tripalier, peut-être exagérez-vous un tantinet sur cette génération. C'est une génération que l'on pourrait en un certain sens estimer responsable dans sa désinvolture. D'ailleurs, Épicure a dit... Ce sont des terroristes armés d'iPhone. Il suffit de les voir, les jeunes, dans le métro. Ils cliquent toute la journée, ils cliquent, et ils nous font cliquer, et ils vous feront cliquer. C'est un nouveau totalitarisme. Ah oui, je n'ai pas peur des mots. Alors je vous le dis sans pincette, ce sera soit la burqa pour tous par Daesh, soit une puce greffée dans le cerveau par Google. J'aimerais que nous revenions, si vous le voulez bien, dans le cœur de notre débat. Nul besoin de s'échauffer ainsi pour revenir à notre sujet principal, le bonheur et les Y. Marianne Bougeon-Meyer, nous parlions tout à l'heure du stoïcisme et de l'épicurisme. Comment pouvons-nous relier l'Antiquité hellénique à ce qui se passe aujourd'hui en 2020 ? Excusez-moi, mais j'ai été vraiment très choquée par les propos de Jean-Marc Tripalier sur le nouveau totalitarisme. Et j'aimerais à ce propos me permettre de citer Hannah Arendt. Car après tout, cette Startup Generation n'est-elle pas aussi une génération de l'homo faber ? Enfin, Marianne Bougeon-Meyer, réfléchissez-vous 2 minutes à ce que vous dites. Mais parfaitement, monsieur Tripalier. Et je tenais justement à faire ce parallèle avec Hannah Arendt. Avez-vous entendu ce que j'ai annoncé à propos de ma théorie du collapsing ? Jean-Marc Tripalier, s'il vous plaît, pourriez-vous cesser de m'interrupter, Marianne Bougeon-Meyer ? Mais je vous dis que ça va être la révolution, vous comprenez ? La révolution. Nous sommes au bord de l'abîme. This is gonna be a catastrophe. Catastrophe. Der Katastrophen. Comment osez-vous parler ainsi d'une génération qui est celle de la transition post-capitaliste, celle qui trie ses déchets ? On est en train de vous sauver, vous et tous les vieux croutons 68ards qui bandaient devant Bachelard et Derrida. Et dans cette énergie du désespoir, nous trouvons notre bonheur. Nous sommes heureux, cause we are happy. La théorie du collapsing, c'est le déclin de l'Empire romain. Les 7 plaies d'Égypte sont déjà prêtes à s'abattre sur nos têtes. Même les ours blancs, ils vont les avoir. Savez-vous qu'à chaque nouvelle inscription sur Facebook, c'est un arbre qui meurt ? Quand leur grognasse de Kim Kardashian pète, c'est un arbre qui meurt. Vous êtes un hétérofasciste, Jean-Marc Tripalier. Je balance mon porc et je m'insurge devant vos propos oppressifs. Vous êtes un hétérofasciste et moi je gagne un SMIC pour payer ta retraite. C'est une zadiste égoïste. Et les ours blancs, qui pensent aux ours blancs ? Connard ! Star à domicile 2. Xavier Dolan, avec un fort accent québécois. Je suis désolé. Je suis très nerveux et ému. Donc je vais dire ceci au mieux de ma capacité. L'émotion qui me gagne en contemplant cette salle mythique est bouleversante. Je suis éperdu de gratitude devant la reconnaissance de votre jury. La quantité d'amour aussi que nous avons reçu au cours de la dernière semaine me fait réaliser que c'est vrai. On fait ce métier pour aimer et pour être aimé en retour. Je veux profiter de cette tribune pour m'adresser à ma génération, en anglais. Le français, c'est ma langue première, c'est vrai. La plus belle langue du monde pour moi. Mais je veux que tout le monde m'entende et qu'elle m'entende. There is no limit to our ambitions except the ones we build for ourselves. Touching people, making them laugh, making them cry. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puisse, je l'espère, ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Pendant ce temps, à Copenhague, intermède danois avec interprète et sous-titres. Jørgen, mon ami, d'où vient cette délicieuse odeur qui embaume notre intérieur en bois clair,
moderne et chaleureux. Ing, ma chérie, heureux que tu sois rentrée si tôt. Ta journée de coworking ne s'est pas bien passée, mon amour. Je t'ai préparé une tarte abricot marjolaine avec le tablier en coton équitable que Henrik et Bert m'ont offert pour la fête des pères. Tu es à l'image de notre maison, mon cher Jürgen. Moderne et chaleureux. Allons nous enrouler dans cet immense plaid très doux. Servons-nous un thé brûlant à la badiane et discutons un peu de notre journée avant que Birte ne rentre de l'école, la plus égalitaire et la plus efficace d'Europe en bus électrique. Et surtout, ne nous inquiétons pas pour son retard. Notre système de ramassage scolaire est confortable, fiable et connecté. Tu as raison, mon Canel Boulard. Goûtons la joie que nous avons de vivre dans un pays où les chômeurs ne représentent que 4,2% de la société active et où notre système de flexi-sécurité nous permet d'envisager sereinement l'avenir, sans peur du déclassement, de l'immigration ou du dérèglement climatique. Papa, maman, je suis heureuse de vous retrouver. Il est presque 15h, la journée a été longue pour moi aujourd'hui. Je me suis fait un petit bobo au coude en faisant du tricycle sur la piste cyclable avec les garçons, mais heureusement, j'ai été soignée rapidement et gratuitement grâce à notre système public de santé d'une qualité incomparable. Que je suis heureuse. Que nous sommes heureux. Que nous sommes heureux. Que nous sommes heureux. Fin de l'extrait. Radio FM Plus est partenaire du festival Texte en cours du 22 au 25 novembre 2023 au Hangar Théâtre ENSAD et au studio du théâtre La Vignette à Montpellier. Plus d'informations sur texteencours.com.